Eh bien, bonjour à tous, bonjour les premiers arrivés. Je vous propose qu'on attende 15 secondes pour faire rentrer les derniers participants et ensuite j'aurai le plaisir de lancer ce webinaire. Eh bien, il est 14h01. Je vous propose qu'on commence. Nicolas et Morgane, en tout cas, merci d'être ici présents aujourd'hui pour ce webinaire. On va passer 1 heure ensemble sur un sujet sur lequel on entend beaucoup d'informations en ce moment, qui plus est sur ces derniers jours, ces dernières semaines, et c'est aussi pour beaucoup d'entre nous ici dans l'auditoire un sujet clé, un sujet stratégique au niveau de plan de développement de compétences, bien entendu. Donc en effet, l'objet de ce webinaire, et on le partagera durant le sommaire, c'est de faire un peu une revue d'effectifs des process, les nouveaux process, les nouveaux cadres, les évolutions qui touchent le CPF, la certification, les actions de formation, et on aura l'occasion aussi de partager des éléments de tuto avec Nicolas justement, qui permettent de créer sa nouvelle identité numérique. Comme je vous disais, je suis accompagné, un grand merci à tous les deux, de Morgane Souvrier, de Nicolas Meuniot aujourd'hui. Allez Morgane, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas, merci Damien. Je suis la directrice pédagogique de MyConnecting. Merci Morgane. Et Nicolas, consultant formation, faisant partie intégrante de l'équipe de Damien. Parfait, merci Nicolas, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux à mes côtés sur ce webinaire. Donc on va partager plusieurs points techniques, comme je disais stratégiques, mais en 2 mots, allez, en 2 minutes chrono. Pour ceux qui nous connaissent pas encore ou pas complètement, je vais vous présenter quand même MyConnecting, qui nous sommes. On est, comme vous le voyez, plus de 300 collaborateurs engagés dans une mission qui est de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. À ce titre et pour information, cette mission a pris une nouvelle ampleur depuis 3 semaines, puisque nous avons inscrit cette mission et nos objectifs dans nos statuts, ce qui fait que MyConnecting est aujourd'hui une entreprise à mission, et nous en sommes fiers de le partager avec vous. Aussi, notre ADN, on a un ADN bien sûr pour porter cette mission. Il peut se résumer en 3 axes clés. L'hyper-personnalisation pour apporter à chacun de nos apprenants un diagnostic de niveau par un positionnement sur un référentiel de compétences de la formation bien entendu, une définition des objectifs opérationnels à atteindre et des modalités qui le permettront, ainsi qu'un recueil des attentes professionnelles concrètes pour chacun de vos collaborateurs. Deuxième axe de l'ADN, c'est l'accompagnement, car indépendamment, et vous le savez pour beaucoup, indépendamment de leurs formateurs, nos apprenants sont accompagnés par un coach qui se veut motivationnel et organisationnel tout au long de leur parcours, puisqu'on est aussi convaincu que motiver, embarquer, valoriser les collaborateurs, les apprenants dans leur projet de formation est un vrai plus dans la transférabilité. Et le troisième point, le troisième axe de l'ADN, c'est la performance qui se matérialise en effet par un process d'évaluation en 4 phases. Une phase initiale, une phase d'évaluation séquentielle, une évaluation finale, et une dernière qui est la mesure d'impact qu'on peut appeler à froid, puisqu'elle a pour but de mesurer la transférabilité des acquis sur le poste de travail, mais aussi qui vous permet d'avoir des KPI. On vous apporte des KPI à froid, tels que le retour sur investissement, le ROI de l'investissement en formation que vous nous confiez, le gain de productivité, mais aussi d'autres. Il y en a beaucoup, mais un autre qui est très apprécié par nos partenaires, qui est le gain de sérénité, qui rentre aussi dans une dimension bien sûr QVT, à laquelle participent bien sûr tous les efforts de formation. Cette culture, cet ADN, on le déploie sur 4 grandes gammes de compétences, en l'occurrence les langues, les soft skills, la bureautique ou encore le digital. Bon, Morgane, Nicolas, j'ai fait le plus vite possible. Je vous propose qu'on partage maintenant le sommaire. Ça vous va? Très bien, Damien. Plaisir. Allez, go pour le sommaire. Donc au programme aujourd'hui, je vais garder la main, si vous me le permettez, Morgane et Nicolas,
pour donner un état des lieux du CPF aujourd'hui. Le CPF demain, bien entendu, on passera la main à notre experte du jour, Morgane. Bien sûr, on parlera de l'accompagnement CPF MyConnecting et du parcours d'accès au CPF. Donc là, ce sera le terrain de jeu de Nicolas, puisque en effet, on accompagne depuis maintenant, avant même le DIF puis le CPF, on accompagne tant les entreprises que vos apprenants dans toute cette dynamique CPF qui est, à nos yeux en tout cas, un levier, on le voit, un levier de plus en plus présent dans les stratégies soit d'entreprise, mais aussi individuelles des collaborateurs qui sont de plus en plus responsabilisés dans leur parcours professionnel. Alors, on terminera ce webinaire par une session de questions-réponses. Je tiens à appuyer sur ce point-là. Donc, il y a une session en fin de webinaire. Pour autant, si vous me voyez tourner la tête de gauche à droite par moment, ce n'est pas que je regarde ma messagerie. C'est tout simplement que je vais avoir les questions sur ma gauche, donc sur votre droite quand vous regardez l'écran. Et on va traiter, si le timing est bon, et si ça tombe bien, les questions au fur et à mesure. Les questions, vos réactions, vos interrogations. Voilà, vous avez un chat à disposition qui est matérialisé soit par un point d'interrogation, une petite flèche bleue, tout dépend du matériel que vous disposez. Et si d'aventure vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat et bien sûr notre régie que l'on remercie aujourd'hui, organisée par Laurine, se fera un plaisir de vous aider dans cette dimension-là. Nico, Morgane, le sommaire, on est en phase? On est en phase. Complètement. Parfait. Alors ça vaut aussi pour vous deux. Je vous propose d'intervenir aussi comme bon vous semble si vous avez des remarques pertinentes, des ajouts, des retours d'expérience à faire. Bon voilà, on va éviter de faire dans le trop formel, et plutôt dans l'humain à l'instar de nos formations. Donc nous ne sommes pas encore des machines, donc communiquons et nous tous, vous derrière l'écran par le chat et Nico, Morgane également. Alors le CPF aujourd'hui. L'idée, c'est vous donner quelques chiffres clés pour bien comprendre ce qui va suivre et aussi ce qui va être présenté par Morgane. Le CPF aujourd'hui, vous le voyez, en 2019, ça a été l'ouverture du compte personnel de formation. On va le voir tout de suite avec le chiffre. On avait déjà eu 500 000 dossiers en 2019. 2020, il y a eu un premier rebond avec 1 million de formations déployées sur mon compte formation, 2 millions 100 en 2021 et vous voyez 2 millions 100 en 2022, ce chiffre est en orange puisqu'il n'est pas arrêté, mais on sera peu ou prou dans cette dimension-là, ce qui fait qu'on a plus de 5 millions d'inscriptions depuis 2019 sur le CPF. Et aussi un autre sujet qui fera la transition sur la slide d'après, déjà plus de 6,7 milliards d'euros investis. Oui, c'est une somme qui n'avait pas été anticipée en tant que telle par les instances, et donc on va le voir tout de suite. Ça va entraîner pour la première fois depuis 2019 en fait une baisse du budget de l'État sur le CPF. Une baisse qui se calcule qui est calculée environ de 385 millions d'euros, puisqu'en 2022, le budget CPF était de 2,75 milliards. Si on peut juste avancer, s'il vous plaît. Et sur l'année 2023, il sera de 2,370 milliards. Donc en effet, c'est un peu historique dans l'histoire du CPF, puisque c'est la première année en tant que telle qu'il y a une baisse. Qui va s'expliquer, qui va se matérialiser en tout cas par différents effets, différentes mesures, puisqu'il y a aussi eu des abus. Il y a du très bon dans la dimension du CPF. Il y a eu des excès, comme tout nouveau dispositif. Ça a généré des opportunités que certains ont su saisir de manière habile, dirons-nous, pour rester poli. Et à côté de ça, ce sont des sujets sur lesquels les salariés peuvent pleinement et indépendamment d'une stratégie d'entreprise aussi développer leurs compétences. Donc ça, on va voir ça tout de suite avec Morgane et Nicolas. Mais avant toute chose, je vous propose qu'on fasse un sondage qui va lui-même être introductif du point de Morgane qui va suivre. On va vous demander parmi les propositions ci-dessous, laquelle est vraie. Donc il y en a 5. Le premier, c'est le CPF arrive à expiration au bout de 2 ans s'il n'est non consommé. Et oui, peut-être que c'est vrai. Le CPF arrive à expiration au bout de 2 ans. Un refus de formation CPF peut entraîner une radiation de Pôle emploi.
Le CPF est crédité tous les ans de 500 € ou plus sous certaines conditions. Un compte CPF inactif pendant 5 ans entraîne la perte du solde de son CPF. Et aussi, un organisme de formation a besoin de votre numéro de sécurité sociale pour créer une formation. Eh bien, à tous, je vous invite à sélectionner la réponse qui vous semble être la bonne. Vous avez quelques secondes et dès que la régie clôturera le sondage, nous verrons donc les résultats. Bon, Nicolas, je pense que tu connais la réponse. C'est très dur, Damien, de répondre à ces questions, mais il y a des réponses que j'ai souvent entendues dans les retours d'expérience de mes apprenants ou des sociétés avec lesquelles je travaille. Ah, je n'en doute pas, je n'en doute pas. Ah, ça c'est top, parce qu'on a un auditoire qui est bien informé. Et en effet, donc bravo à tous. Hein. Et en effet, je crois que comme Nicolas le disait, on a voulu faire un clin d'œil. C'est vraiment un clin d'œil introductif. Vous mettre, après le déjeuner en activité post-déjeunatoire, puisque ce sont en effet des excuses, des sujets. Hein, Nico, c'est ça. Hein. Ouais, exactement. Des points, vous avez tous été sollicités par SMS, par appel, etc. Et moi-même, dans mon entourage, on avait déjà expliqué à ma conjointe que, un compte CPF inactif, si pendant 5 ans, il n'y avait pas d'utilisation, il n'y avait plus de solde. Toi, Nico, tu me disais, enfin, toi, tu as eu beaucoup de cas, mais les radiations de Pôle emploi ou encore le numéro de sécu, je crois, était souvent demandé, c'est ça? Oui, c'est des grands classiques, comme on dit, et même la première phrase, hein, le CPF arrive à expiration. J'ai encore eu un SMS ce matin, et c'est pas une blague, j'ai encore eu un SMS ce matin me spécifiant que mon solde arrivait à expiration. Donc, Donc il est on toujours est dans il est toujours bon de spécifier que le SMS, le CPF n'arrive pas à expiration, hein, et que vos droits restent acquis même si vous changez d'employeur ou que vous perdez votre emploi. Exactement. Donc en effet, la seule et vraie réponse était donc le CPF est crédité tous les ans de 500 €, souvent entre mars, avril, mai, selon les secteurs, les fonctions, ou plus sous certaines conditions, bien entendu. Eh bien voilà, c'était l'introduction. Je vais laisser la parole à Morgane, puisque cette époque de sursollicitation quasiment abusive va venir à son terme. C'est ça, Morgane? Oui, tout à fait. Et je vais démarrer par une bonne nouvelle, Damien et Nicolas, puisque c'est bientôt la fin des SMS et des appels intempestifs pour vous encourager à utiliser votre CPF avant qu'il ne soit trop tard. Hein, donc, pour lutter contre ces pratiques qui sont, on l'a vu, hein, aussi mensongères qu'agressives et qui nuisent surtout à la confiance et à l'image même du CPF, le Sénat a adopté une proposition de loi qui vise à interdire le démarchage, que ce soit par téléphone, SMS, email ou sur les réseaux sociaux, sauf si la sollicitation concerne une action de formation en cours. Donc cette proposition de loi, elle a été votée à l'unanimité et sans modification, ce qui signifie que le texte, il est considéré comme définitivement adopté. Il devrait être force de loi dès le début de l'année 2023. Donc je pense qu'il était, et Damien, tu l'as reprécisé, nécessaire de légiférer dans un domaine qui était en train de devenir un véritable Far West, hein, pour reprendre les mots d'un sénateur de Loire-Atlantique. Il faut dire que depuis l'entrée en vigueur de 2018, la monétisation des droits d'une part, l'installation d'un service dématérialisé dont on reviendra, le recours au CPF, il a cessé d'augmenter. Damien t'en parlait tout à l'heure, 500 000 formations financées en 2019, 2,1 millions cette année. Alors, c'est un succès grandissant qui a créé aussi un effet d'aubaine pour des acteurs peu scrupuleux. Hein. Il a ouvert la porte à des pratiques commerciales douteuses, frauduleuses. On estime à plus de 43 millions le préjudice subi pour la seule année 2021. Donc, afin de mettre un terme à ces pratiques abusives, tous les acteurs de la formation se mobilisent, et à commencer par les certificateurs, qui sont vraiment la clé de voûte de l'écosystème de la formation. Je vous laisse changer donc la slide. Oui, c'est vrai que ce cadre. Tiens, vas-y, pardon, Nico, excuse-moi. Excuse-moi, Damien. Je disais que c'était intéressant ce que remontait Morgane, et c'est effectivement ce qu'on ressent sur le terrain, en tout cas dans les échanges qu'on a avec les collaborateurs qu'on accompagne, puisque beaucoup d'entre eux sont finalement induits en erreur
par ces démarchages. Hein. Je pense que je pourrais avoir des exemples à l'appel pour parler de ça. Mais bon voilà, dans les derniers exemples que je peux citer, sur des apprenants qu'on accompagne, qui sont généralement issus de listes qui nous sont transmises par les partenaires qu'on accompagne. Un des derniers en date que j'ai contacté, en fait n'avait été passé par un autre organisme parce que l'entreprise lui avait transmis l'information que MyConnecting allait le contacter pour lancer sa formation via le CPF. Et en fait, il avait entre-temps été déjà contacté par un autre organisme qui finalement l'avait induit en erreur. Donc heureusement, aujourd'hui, il existe un délai de rétractation qui permet de refuser la formation si jamais on a un doute ou qu'on n'est plus d'accord pour la faire, ce qui nous avait permis du coup de revenir et de faire marche arrière. Mais voilà, c'est vrai que ce n'est pas un exemple à part, ça fait partie de trop nombreux mauvais exemples de problématiques rencontrées sur le CPF. Tu fais très bien de l'illustrer par du concret, Nicolas. Et n'hésitez pas dans le chat à partager les sollicitations que vous avez eues, des cas d'école, voilà, des fois presque drôles. En tout cas, on se fera un plaisir de les partager. Donc Morgane, oui, une des clés de voûte, c'est les certifications. Donc on a osé dire Big Bang des certifications. Est-ce que le mot n'est pas trop fort, Morgane? Ah, le mot n'est pas trop fort, hein, puisque l'accès au CPF, il est restreint aux formations certifiantes. C'est-à-dire qui permettent d'avoir une reconnaissance officielle des compétences et des connaissances professionnelles. Et on voit vraiment que là, le paradigme a changé. Hein. Jusqu'à présent, le contrôle de la qualité, il était surtout sous la responsabilité des organismes de formation. Aujourd'hui, le législateur, il impose aux certificateurs un nouveau rôle de contrôle. Donc, on est vraiment dans une relation tripartite dans laquelle il y a une mise en œuvre des contrôles vers les certificateurs qui eux-mêmes auditent les organismes de formation qu'ils habilitent, ce qui va permettre plus de transparence et plus de qualité. Donc, parmi les critères d'audit, on retiendra par exemple l'adéquation entre le catalogue de formations proposées et les certifications préparées, puisqu'une formation prépare à une certification. Les résultats obtenus aux certifications suite aux formations suivies. On va valider que l'organisme de formation a bien adhéré à la charte de la déontologie du CPF. Ils vont aussi auditer l'ancienneté et la notoriété de l'organisme de formation sur le marché, que l'organisme de formation dispose bien d'infrastructures permettant l'accueil du public, hein, tout ça pour lutter contre les fameuses coquilles vides. Vous savez, ces organismes de formation qui se sont montés en 2020-2021 avec un capital social d'1 € justement pour profiter de cet effet d'aubaine du CPF. Et donc aussi, ils vont vérifier la communication de l'organisme de formation sur son programme pédagogique et la conformité avec les prérequis demandés. Oui, donc un écrémage, parce que nous on l'a vu concrètement, on est partenaire de plusieurs certificateurs sur nos différents domaines de compétences. Beaucoup de remises en question de certifications qui étaient éligibles par le passé, qui ne l'ont plus été de par un caractère professionnalisant manquant. C'est ça, Morgane ? Exactement, et certains ne correspondaient pas aux critères de France Compétences pour justifier en tout cas d'un caractère suffisamment professionnalisant, qui vraiment est le mot qui doit être la clé de voûte de ce CPF. Avec des prérequis renforcés également. On voit, à titre d'exemple, par exemple pour les langues, hein, il y a la suppression des offres portant uniquement sur le niveau A1, les frais de certification qui sont vraiment inclus dans l'offre EDOF, les tests de positionnement qui sont obligatoires, le niveau CECRL qui doit être rempli pour que le certificateur puisse fournir à France Compétences des statistiques entre le niveau de départ et le niveau de certification finale. Donc vraiment une certification au cœur du dispositif qui doit permettre de monter en compétences via des certifications professionnelles reconnues. Bon, très bien. En tout cas, quand je t'écoute, Morgane, j'ai le sentiment qu'on va dans le bon sens. Voilà, très très bien. Donc là, on a abordé cette dimension d'impact au niveau des certifications. L'autre pan qui se marie avec les certifications, c'est aussi les formations en elles-mêmes, puisque tout ça, il y a aussi eu des impacts sur les actions de formation. Exactement, les impacts, donc une fois de plus, des formations à caractère purement professionnel pour faciliter l'accès à l'emploi ou sécuriser le parcours professionnel. Donc, il est plus possible de suivre une formation de complaisance d'anglais, par exemple, pour aller rendre visite à ses enfants qui habitent aux États-Unis.
On va aussi avoir un minimum d'heures synchrones à prouver sur les parcours. Donc synchrone, c'est-à-dire en interaction en face à face avec le formateur, que ce soit en présentiel ou à distance. Donc ce nombre d'heures, il va varier en fonction des certificateurs, 7, 10 heures, aussi en fonction des gammes, la bureautique, les soft skills ou les langues auront des prérequis différents. On va aussi contrôler l'identification des parcours purement e-learning qui ne sont pas souhaitables, pas assez professionnalisants, et également la neutralité finalement du moteur de recherche sur EDOF qui doit être garantie. Et donc pour ça, il va falloir limiter le nombre de formations par SIRET, et donc ce qui signifie aussi la fin des liens sur mesure autodirigés. Oui, ça et ça, je pense même que Nico, tu pourras en dire un mot, puisque comme je vous disais, nous depuis plus de 10 ans et puis 2019, si on parle de mon compte formation, on accompagne toutes nos entreprises clientes sur le développement du CPF. On le verra tout à l'heure, mais de la communication jusqu'à l'accompagnement au plus près de l'apprenant. On avait l'habitude nous de créer en effet sur mesure des liens autodirigés. Bon bah voilà, là, si je comprends bien, on ne pourra plus. Et sachant que ça, c'était vrai, puisqu'on le fait nous sur les langues, la bureautique, le digital, les softs, on a des certifications sur chacune de nos gammes. Et je pense par exemple, et Nico, tu pourras peut-être en dire un mot sur, je pense à la bureautique, qui par le passé avait des certifications. Donc là, on va faire un peu le lien entre les deux slides qu'on vient d'observer. Des certifications qui permettaient de former sur plusieurs logiciels, ce qui pouvait faire sens, en tout cas à l'époque. Je pensais Excel, Word, se former sur le pack Office. Voilà. Pack Office, c'est un très bon exemple. Possible. À une formation correspond une certification. Ouais. Donc la formation doit vraiment préparer à la certification. Le paradigme a changé et aujourd'hui la certification, voilà, la formation prépare à la certification qui sanctionne lui-même le bon déroulement d'un parcours. Et d'ailleurs, on observe aussi les certificateurs qui nous demandent de justifier des taux de passage entre 70 et 90% en fonction des certificateurs d'apprenants qui se présentent bien à leur certification. Oui, un point nouveau. Alors c'est vrai que nous on investit beaucoup. Et on a des collaborateurs qui sont dédiés sur cette fonction avec un manager certification, puisqu'on accompagne nous nos apprenants jusqu'à télécharger le logiciel d'identification, accompagner sur la préparation, sur l'organisation jusqu'au passage. Et donc ce qui fait qu'on a des taux de passage qui sont très bons, mais avant c'était en aucun cas un critère de contrôle. Et aujourd'hui, si je comprends bien, Morgane, c'est un organisme qui n'envoie au final que 20% de ses stagiaires ayant souscrit une formation CPF avec cette certification-là. Le risque, c'est de perdre la certification, c'est ça, de ne plus être habilité à la faire passer. Le risque, c'est un déréférencement du certificateur. Okay. Donc, il ne pourra plus faire passer la certification et donc il ne pourra plus utiliser le CPF pour proposer des formations. Et ça, alors, c'est intéressant pour vous en tant que responsable formation, en tant que RH, manager, pour vos universités d'entreprise aussi, qui sont pour beaucoup Calliope et qui sont peut-être amenés aussi à déployer des actions en dispositif CPF. Voilà, c'est tous ces points-là sont clés dans le nouveau paysage CPF de 2023. En complément, si vous voulez bien, en complément de ces deux points, donc l'impact tant sur les certifs que sur les actions, on voulait aussi partager avec vous les pistes, dont un sujet, vous en avez sûrement entendu parler, alors au plus tard, ou plutôt depuis vendredi, mais ce sont des sujets qui ressortent et que l'on entend maintenant depuis plusieurs semaines. C'est des pistes en cours justement sur l'accès et le financement du CPF. On en a mis, vous voyez, 3 en orange, 3 en noir. Alors il y en a même d'autres. On aurait pu en lister une dizaine, mais on est un peu pris par le temps. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir échanger ensemble et de faire un focus, en tout cas sur les plus concrètes. Les plus concrètes, elles sont en orange, vous l'avez compris, puisque la piste en cours qui a de fortes chances de voir le jour sur, on va dire, le T1 2023, c'est la mise en œuvre d'un reste à charge pour l'apprenant, pour la personne qui utilise son CPF pour financer une action de formation.
Alors pour l'instant, il n'y a pas de texte de loi. Donc là, c'est vraiment de la discussion. On se base sur ce que l'on entend, sur ce que l'on écoute. Mais voilà, les discussions, les échanges vont dans une dimension de 5, 10, 20% de reste à charge. On va pas du tout s'avancer. Hein. On n'a aucune idée de ce que sera le texte. Mais en tout cas, il y aura un montant. Pourquoi ? Pour freiner les ventes abusives. Ça, c'est un vrai sujet. Deux, pour responsabiliser aussi l'apprenant, puisque en effet, et ça aussi on l'entend beaucoup, tout ce qui n'a pas concrètement de valeur, c'est-à-dire qui n'a pas un prix que l'on débourse, que l'on sort de son compte en banque, justement n'a pas de valeur. Ça, on pourra en discuter longtemps puisque nous cotisons tous et nous finançons tous le CPF pour beaucoup. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un état de fait. L'idée, c'est de faire contribuer l'apprenant sur un achat de formation CPF. Alors derrière ça, ils veulent faciliter, quand je dis ils, c'est le gouvernement, bien entendu, conjointement avec mon compte formation, avec France Compétences et toutes les instances, mais faciliter l'abondement entreprise ou le financement de ce reste à charge par l'entreprise. Et ça, les derniers rendez-vous que l'on mène avec pas mal d'entre vous, et même j'en vois quelques-uns, ou plutôt quelques-unes dans l'auditoire, vont dans ce sens. C'est que je pense que la part de l'entreprise dans les projets CPF en B2B ou B2B2C va retrouver une place forte avec des prises de décision qu'il va falloir prendre. Et donc du coup tout ça va venir impacter la stratégie des entreprises quant à l'usage du CPF sur des thèmes non prioritaires ou non jugés prioritaires en P1 sur un plan de formation ou autre sujet ou pas, puisque l'abondement d'entreprise ne serait en aucun cas obligatoire, mais en tout cas en parallèle de ce reste à charge que le gouvernement veut mettre en place, ils veulent aussi faciliter l'abondement entreprise, puisque pour rappel aujourd'hui, l'abondement entreprise doit passer d'abord par un référencement sur Net Entreprise, puis aller sur EDEF, puis diverses actions à mener sur EDEF, qui est l'espace pour les entreprises. Voilà. Et c'est vrai que les retours que l'on a, expriment un peu de complexité et de difficulté pour pouvoir financer facilement un compte personnel de formation de ses salariés. Donc, ils veulent faciliter tout ça. Et le troisième point, c'est le fait de renforcer l'accès vers des publics cibles identifiés. Là aussi, ça va être concret, je pense, dès le début d'année. Ça l'est déjà avec des financements régions, des financements Pôle Emploi, des financements OPCO qui viennent abonder des comptes personnels de formation. En tout cas, pareil, on ne va pas s'avancer sur la typologie des publics cibles justement identifiés. On ne voudrait pas vous induire en erreur ou dire des bêtises qui pourraient être mal interprétées. On va rester sur un terme très générique et derrière tout ça, de toute façon, je pense que dès le début d'année, on va y voir plus clair sur ces différents sujets. Je vois une question, j'y réponds en live. Le reste à charge est envisagé, oui, pour fin de T1, T2. Sûrement pas avant le T2, donc pas avant avril, puisque justement la facilitation de l'abondement entreprise nécessite pas mal de développement sur mon compte formation. Donc faut que techniquement ça suive. Donc tout ça va être un alignement de planètes. Donc c'est aussi pourquoi on ne voit pas encore une date concrète sortir sur ce sujet. Et d'autres pistes, peut-être Morgane, restreindre le champ d'action des formations, imposer un budget maximal par formation ou augmenter encore plus la contribution des entreprises. Je ne sais pas si vous vouliez réagir, Nicolas ou Morgane, sur ces différents points. Non, je pense que tu as tout dit. C'est assez clair. Là, ça reste des pistes en cours. Donc, il faut quand même qu'on attende aussi un petit peu d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas. Et je te coupe Morgane, parce qu'on a une autre question qui vient d'arriver. Une formation bureautique avec une plateforme e-learning sans lien avec un formateur, avec passage d'une certification, ne sera donc plus possible. Alors, il y a de fortes chances que non, sera plus possible. Après, peut-être que d'un certificateur à un autre, on les connaît pas encore tous par cœur, Morgane.
En tout cas, les certificateurs avec lesquels on travaille ont décidé de ne pas reconduire en tout cas, des organismes de formation qui travaillaient avec des formations exclusivement en format e-learning. Ils demandent au moins à minima entre 5 et 7 heures de formation, donc synchrone, avec un formateur, que ce soit en visio ou en face à face. Exactement. Donc voilà, vous avez la réponse à cette question. Très bien, sur ces pistes en cours, donc c'est bon pour vous. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment sur le sujet. Donc je vous propose d'avancer sur un nouveau sondage, justement en lien, car pareil, qui résulte des slides que l'on a vus précédemment sur cette partie de financement de la part du CPF dans la stratégie de l'entreprise. Ce sondage, vous allez le voir à l'écran dans quelques secondes, sort sur une question: le CPF est-il pour vous aujourd'hui un levier budgétaire pour vos investissements en formation? Ça, c'est intéressant de le savoir pour partager, voir la répartition. Donc, il y a 4 possibilités. Donc, oui, c'en est un, mais sans abondement financier. Voilà, suggéré pour les formations non prioritaires. Vous acceptez, pourquoi pas, de le faire passer sur le temps de travail, mais il n'y a pas d'abondement financier. Oui, et avec abondement en euros ou en déployant sur le temps de travail. Non, le CPF, c'est personnel et c'est pas un levier de financement pour nous. Ça ne nous regarde pas, entre guillemets. Ou alors pas encore, mais c'est un sujet sur lequel nous réfléchissons comme levier de financement dans le plan 2023. Donc là, je suis curieux de voir les réponses. C'est un peu moins facile pour connaître la réponse, Nicolas, que le premier sondage, hein. Un peu moins facile, effectivement, mais j'espère que ce sera des oui en majorité. Oui, enfin toi, tu le vois dans les entreprises. Oui, de toute façon, c'est souvent, c'est majoritairement un oui, hein, on travaille très souvent avec le CPF. Après, on fait pas du 100%, il y a forcément encore des sociétés qui ont cet avis de dire le CPF est personnel. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais on voit qu'il y a eu un virage. Alors, on va voir si les résultats du sondage l'expriment dans ce sens. Oui et sans abondement pour 23%, oui et avec abondement donc 27%, ça fait 50%. Si on y rajoute les 14% qui réfléchissent, on sera à 64%, et on a un tiers de l'auditoire. Je pense que ça résume bien aussi par rapport à notre panel client, un tiers de l'auditoire pour qui le CPF n'est pas un sujet dans le plan de financement du plan de développement de compétences. Et ouais, c'est à peu près cohérent, Nico. Oui, c'est plutôt cohérent. C'est plutôt cohérent. Après, voilà, chaque société a sa politique de formation vis-à-vis du CPF. Mais l'idée, justement, on en parlera après, c'est aussi de pouvoir accompagner les entreprises sur le déploiement du CPF, même si c'est de manière autonome, même si c'est accompagné de manière autonome le collaborateur. Exactement, puisque en effet un des freins, et ça aurait été intéressant de faire un deuxième sondage, une question liée pour ceux qui expriment le fait que non, on n'utilise pas le CPF ou pas encore, et peut-être pourquoi, parce que souvent un des critères qui ressort, qui fait qu'on n'y accède pas, est le temps que ça prend, la disponibilité que ça demande auprès des collaborateurs, toute la communication qu'il faut faire, refaire, enfin dire, redire, dire autrement, le fameux cercle ternaire de la communication, dire au moins 3 fois les choses. Oui, je pense qu'il faut même le répéter encore plus au niveau du CPF. Et tout ça, c'est beaucoup d'investissement en temps financier que en temps. Pour les entreprises. Et là, Nico, je vais te laisser la parole puisque justement tu voulais évoquer, illustrer ce que toi tu mets en place à l'instar des autres collègues de l'équipe et de l'entreprise MyConnecting pour les entreprises et les salariés en termes d'accompagnement. Yes, tout à fait. On fait bien le parallèle avec ce petit sondage. C'est vrai que moi le sentiment que j'ai, c'est que finalement le CPF fait quand même partie intégrante de la politique formation de nos partenaires. Bien souvent, c'est un vrai levier de financement, notamment dans par exemple dans des grandes sociétés où les budgets sont peut-être amoindris par rapport à ce qui se faisait avant.
Et donc l'idée chez MyConnecting, en tout cas nous, en tout cas à mon niveau, c'est de pouvoir accompagner et soulager les entreprises sur toute cette dimension accompagnement, comme tu le disais, Damien. Alors l'accompagnement, il se fait de plusieurs manières, hein. La première chose, c'est sur la partie communication et promotion du CPF, hein. Aujourd'hui, on accompagne notamment avec ce qu'on appelle le kit marketing, toute la communication sur le sujet. Donc ça va passer par des brochures, ça va passer par des portes ouvertes qui peuvent se faire en physique d'une part, mais aussi à distance, puisque notamment pendant la période Covid, on a beaucoup présenté ces événements à distance, et ça a plutôt bien marché, hein, sur des petits formats, un peu comme on est en train de le faire. Pouvoir expliquer un peu le sujet, expliquer voilà, comment on se sert du CPF, où est-ce que je peux consulter mes droits, comment se constituent mes droits, justement. Enfin voilà, toutes ces questions qui peuvent trotter dans la tête d'un collaborateur. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner sur ces sujets-là. Accompagnement aussi en termes d'ingénierie, hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir derrière proposer un accompagnement de A à Z pour le service RH ou le service formation concerné. Donc on va proposer des parcours qui vont être adaptés, sur lesquels voilà, on va établir un nombre d'heures, une modalité par exemple, mais aussi des tarifs qui sont bien souvent négociés en fonction de la population de collaborateurs concernés. Une partie pilotage aussi qui va être liée au suivi, hein, tout au long du parcours, avec ce qu'on appelle chez nous des points gestion, hein, qui sont des points de reporting réguliers, et l'utilisation d'une plateforme, la plateforme Myco 360, qui permet en autonomie au service formation de suivre en temps réel la consommation des heures, la consommation des crédits d'heures par le collaborateur. Dernière chose aussi, c'est la partie certification. Savoir que voilà, rassurer et aussi faire savoir à nos référents que on accompagne et on organise le passage de certification, de la planification jusqu'à la remise des résultats aux collaborateurs. Donc finalement, hein, comme le dit bien cette phrase que j'ai sous les yeux, l'idée c'est de communiquer, d'embarquer et surtout de faire gagner du temps à nos référents, voilà, sur cette partie-là. En tout cas, sur la partie accompagnement entreprise. Et quand tu parles donc de promotion de kit marketing, donc là, toi, tu proposes à tes clients, à tes partenaires, un kit un peu clé en main, c'est ça? Absolument. Voilà, c'est l'idée, c'est que MyConnecting puisse amener un outil, comme tu dis, clé en main, qui permette de communiquer, d'accompagner le mieux possible. Ok. Et j'ai une question qui arrive, je vais la traiter en live. C'est-à-dire que la question, c'est donc par rapport, cette personne reprend les points qu'on a vus précédemment, par rapport à une offre catalogue, puisqu'on ne peut plus faire de sur-mesure sur mon compte formation. C'est-à-dire que tu viens appliquer le taux de remise négocié par l'entreprise, c'est ça? Ou c'est comment ça fonctionne du coup? Oui, en fait, je pense que tu fais référence aux liens qu'on peut plus envoyer, Damien, c'est ça? Oui, des liens sur mesure, c'est les liens sur mesure dont parle la personne. Effectivement, alors si vous voulez, on fonctionne aujourd'hui nous avec des liens standards entre guillemets. Ces liens standards, il nous suffit d'ajuster le prix sur les liens qu'on va modifier en direct. Donc oui, derrière on modifie le lien avec le prix qui a été établi en amont de la création de formation. Ok. Et toi, pédagogiquement, Morgane, il t'arrive d'intervenir auprès de Nicolas sur de la construction pédagogique de parcours qui sont aussi déployés dans le cadre du CPF. Il y a ce cas de figure que tu rencontres aussi? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Alors, pas forcément avec Nicolas, mais avec un autre membre de l'équipe, effectivement, on accompagne sur des parcours où moi j'interviens directement aussi pour faire du parcours sur mesure, hein, qui reste dans notre ADN, des parcours qui soient professionnalisants, bien sûr, avec la dimension de certification, puisque qui est inhérente au parcours CPF, et donc une fois de plus un accompagnement, un pôle dédié, parce que la certification c'est aussi pour certains un enjeu majeur, hein, quand on suit une formation CPF, puisque on sait que ça peut aider à l'employabilité aussi de collaborateurs. Donc une situation qui peut être un peu stressante avec des prérequis techniques qui sont parfois exigeants. Donc la création d'un pôle dédié pour accompagner aussi chacun de nos apprenants sur le déroulement serein de leur expérience. Parfait. Donc communiquer, embarquer et faire gagner du temps, c'est le dada de Nicolas.
c'est ça? Pour les C'est ça, entreprises. on essaye. Parfait. Et- Mais, mais je pense que Vas-y. Morgane a raison. Enfin, elle parlait, elle utilisait un mot important, c'est le fait d'embarquer et surtout de travailler sur l'employabilité. Hein, je pense qu'aujourd'hui, on a une offre d'accompagnement qui a vraiment pour but d'accompagner les entreprises, mais aussi d'embarquer le collaborateur dans ce qu'est le CPF, parce que c'est vrai que malheureusement, avec tout ce que tu décris depuis tout à l'heure, Damien, le CPF, l'image du CPF, c'est quelque peu détérioré. Et je pense, et là je parle du terrain parce que moi l'idée c'est d'avoir aussi, c'est de contacter directement les apprenants pour leur expliquer les manœuvres à suivre. Je pense qu'il y a vraiment un besoin d'être rassuré sur le process, sur comment manœuvrer et sur comment on va les accompagner sur l'utilisation du CPF. Ouais. C'est vrai que quand les entreprises peuvent s'appuyer sur un tiers de confiance, c'est toujours mieux. C'est l'objectif. Très bien. Eh bien, l'autre phase, donc tu fais gagner du temps et de la performance aux entreprises. Et il y a aussi le deuxième effet qui se coule, c'est de faciliter l'accès, simplifier l'UX pour les apprenants. Tout à fait. Donc, cet accompagnement se fait aussi auprès des apprenants du coup, hein, donc par plusieurs aspects. Sur l'aspect motivationnel, alors outre le fait qu'effectivement ils sont accompagnés par le coach My Connecting, hein, qui fait partie intégrante de l'ADN de la société, hein, avec une personne dédiée qui les accompagne tout au long de leur formation. Et bien, comme je te le disais il y a quelques instants, moi l'idée c'est aussi d'être une personne de proximité qui puisse de A à Z les accompagner sur la démarche, tant sur la création, hein, parce que comment dire, le fichier, enfin le dossier CPF peut ne pas exister et même le compte CPF lui-même peut ne pas exister. Le collaborateur peut ne jamais l'avoir créé. Donc l'idée c'est d'intervenir sur ces démarches-là éventuellement. Expliquer voilà où est-ce qu'on peut trouver les infos nécessaires pour tout ce qui va concerner le budget disponible, les années travaillées, comment sont calculées mes heures, etc., etc. Voilà, les droits, exactement, merci. Et puis derrière, les accompagner sur le montage du dossier même. Hein, donc, ce que je propose très souvent, c'est de planifier un petit temps en visio où je vais justement driver la personne sur où cliquer, où se rendre pour gagner du temps, hein, finalement sur la création du dossier. Et puis derrière, les accompagner sur toute la partie certification, les rassurer sur le fait que on va leur fournir le bon lien avec le bon taux de remise et surtout un accompagnement de A à Z sur la certification et surtout sur son aspect pédagogique, parce que c'est vrai que quand on présente une formation avec une certification, bon, la personne n'est pas toujours très au fait de ce qu'est la certification et ce qu'elle contient. Donc on a vraiment aussi un aspect pédagogique là-dessus, de bien expliquer dans quel intérêt elle suit cette certification et ce qu'elle va surtout lui apporter. Très clair et qui plus est, en tout cas, bravo Nico pour cet accompagnement qui est donc un peu 360 pour les entreprises et leurs salariés et qui plus est renforcé tant par les coachs My Connecting que l'équipe certification aussi. Donc c'est vraiment un accompagnement global auquel on croit. On croit aux vertus du CPF et en effet à nous en tout cas on met tout en œuvre pour redorer cette image qui a pu générer au travers des excès, abus ou situations difficiles rencontrées, qui a pu ternir un peu tout ça. Ok, si vous voulez bien, et je pense qu'on va rester dans cette lignée avec Nicolas, on va accéder à une autre partie qui est les nouveaux process d'authentification en fait, d'accès à mon compte formation, puisque oui, vous l'avez peut-être vu ou entendu par vos salariés ou vous-même. Toutes les 3 semaines à peu près, il y a des développements sur mon compte formation. Et il y en a eu, on va dire, un qui a été un peu plus important que les autres il y a quelques semaines aussi. Et Nicolas, tu voulais nous en parler. Oui, effectivement, Damien. Alors la grosse actualité de ces derniers mois, c'est France Connect Plus.
Alors jusqu'à il y a encore quelques semaines, on utilisait notamment France Connect dans le cadre d'une procédure d'inscription à une formation. Alors pour rappel, France Connect, hein, c'est une solution de l'État qui facilite la connexion à des services pour des démarches en ligne. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a un peu plus de 1400, mais l'idée, en tout cas le principe, c'est d'utiliser un compte et un mot de passe que vous possédez déjà. Bien souvent, d'ailleurs, c'est soit Amélie, donc la sécurité sociale, soit impôt.gouv qui est sollicité. Voilà, donc dans un contexte, on va dire, de digitalisation des services en ligne et de dématérialisation des démarches administratives, on a quand même un risque de fraude aujourd'hui qui est très présent, hein, qui est de plus en plus important. Et même si on est de plus en plus vigilant, je crois qu'il y a bon nombre d'exemples pour dire que les cyberattaques existent bel et bien. Donc voilà, l'idée dans cette réforme qui a été mise en place, c'était de proposer quelque chose de plus sécurisé et qui permette finalement de réduire les risques d'usurpation d'identité. Ouais. Donc on va le voir là, hein. On va le voir, je crois, à l'écran, cette dimension de France Connect Plus et de l'identité numérique. Voilà, donc le partenaire de France Connect Plus, donc qui va, comme je vous ai dit, remplacer ce qui était jusqu'alors une connexion à divers services comme impôt.gouv ou Amélie. Aujourd'hui, la particularité de France Connect Plus, c'est que l'unique moyen de connexion sera l'identité numérique La Poste. Donc pourquoi l'identité numérique La Poste? Parce que l'identité numérique La Poste aujourd'hui équivaut à la présentation, on va dire, d'une pièce d'identité en face à face, mais de manière dématérialisée. Pourquoi? Parce que c'est le premier moyen d'identification électronique en France à satisfaire aux exigences de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes de l'information. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir quelque chose de fiable et donc l'identité numérique vous permet via donc un procédé d'inscription de créer une manière de vous faire reconnaître sur des démarches administratives en ligne. Alors, je pense que tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît, Laurine. Donc, plusieurs objectifs avec la création de cette identité numérique. Comme je vous le disais, hein, disposer d'un service d'identification et d'authentification qui va permettre de faciliter les démarches en ligne, prévenir les usurpations lors des démarches administratives sensibles, dont l'achat de formation, donc pour l'utilisation du compte formation, et du coup accéder à une centaine de sites avec un seul et même mot de passe désormais. Voilà. On peut passer sur la slide suivante. Donc plusieurs conditions pour pouvoir créer une identité numérique. La première, c'est d'avoir plus de 18 ans. La seconde, d'avoir une pièce d'identité française ou un titre de séjour valide supérieur à 5 ans. Et la dernière chose, avoir un smartphone compatible. J'en parle parce que j'ai eu justement un exemple comme celui-ci. En fait, il faut vraiment avoir téléchargé l'application l'identité numérique. Quand vous commencez l'inscription, c'est pas forcément une chose dont on se rend compte, mais par la suite, quand vous allez entamer vos démarches d'inscription à des formations, le fonctionnement va être le même que quand vous faites un achat finalement sur le net. Vous recevez très souvent un message de votre banque pour vous demander de vous authentifier en tant qu'acheteur du produit en ligne. Là, le système est exactement le même. Quand vous allez faire une démarche d'inscription à une formation, l'identité numérique va vous envoyer un message pour vous demander de bien confirmer que c'est vous qui faites la démarche en ligne. Donc, le smartphone compatible, soit Android, soit Apple, mais nécessaire pour la suite des démarches. On peut passer, Laurine. Nico, on a une question en live sur cette partie-là. Quid des personnes n'ayant pas un modèle récent de téléphone?
Eh bien, c'est une très bonne question. C'est un point auquel je n'ai pas été confronté, aujourd'hui. Mais pour le coup, la personne que j'avais accompagnée qui avait eu une problématique avait dû voilà se faire violence entre guillemets et avait dû télécharger l'application parce que, comme je te disais Damien, c'est le seul moyen voilà d'authentifier la démarche. Ouais. Oui, Donc parce je que pense que l'identité c'est important. numérique peut se créer à la poste. Tout à fait. On Alors peut se déplacer ça c'est la directement. c'est ça. Ça, c'est la façon de créer. Après, il y a des prérequis et ensuite il y a la manière de créer le compte. Donc c'est si tu peux mettre sur la slide suivante, Laurine, s'il te plaît. Donc voilà, ce que je disais, plusieurs étapes et plusieurs possibilités pour la création de l'identité numérique, puisque dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est faire vérifier son identité. Donc la première possibilité, c'est de le faire en ligne, soit depuis l'application mobile, soit depuis le site internet, puisqu'il y a aussi un site internet sur lequel vous pouvez créer l'identité numérique, soit directement dans un bureau de poste par un chargé de clientèle qui sera sur place, soit directement à votre domicile par un facteur. Lors de ce process, alors notamment je vais parler du process en ligne. Sur le process en ligne, on va vous demander notamment de partager via la caméra votre carte d'identité et notamment, je crois, de réciter quelques chiffres à voix haute. Mais Ouais. l'idée, c'est à la suite de ce procédé de faire valider votre identité numérique. Et une fois que cette identité numérique sera validée, là, vous pourrez entamer vos démarches d'inscription sur mon compte formation. Puisque une fois que l'identité numérique est validée, vous recevez un lien qui vous permet de créer un mot de passe à 4 chiffres. Et c'est ce mot de passe-là que vous utiliserez quand vous ferez la démarche de formation. Un peu Oui, alors complexe, quand on mais sait oui, alors c'est oui, complexe. Alors moi je l'ai fait. Je sais pas si Morgane tu t'es prêté au jeu aussi, mais en tout cas je l'ai fait. Oui, il y a des subtilités à avoir et je pense surtout. Alors on parle beaucoup et même sur le sujet pour nos clients avec Morgane de l'illettrisme. On parle L'électronisme moins surtout. exactement. On parle beaucoup moins de l'électronisme qui représente, je crois, à peu près 13 millions de Français, c'est 17% de la population active. Et c'est vrai qu'en faisant les démarches, je pensais même moi à mon papa. Et que sans accompagnement, en gros, il va pas au bout. Il va pas au bout, il abandonne. Alors il y a cette solution d'aller au bureau de poste. Donc là, pour information, tous les bureaux de poste ne sont pas encore complètement formés. Je pense de plus en plus, mais dans les premières journées, on nous a des retours par lesquels, oui, les personnes à l'accueil n'avaient pas tous les éléments. Donc voilà, ça avance, mais ça va demander en effet un accompagnement important. exactement. Très bien. Et dernier Voilà. Et point, donc pour s'inscrire, c'est ça que tu voulais partager. oui, absolument. Une fois, donc comme je te disais, une fois cette identification finalisée, alors normalement, je tempère mes propos, mais normalement le process est ensuite assez rapide. On s'inscrit à la formation. Alors, bien souvent, comme c'est le cas avec nous, on envoie le lien personnalisé. La personne s'inscrit à la formation. Et derrière, lorsqu'elle va entamer cette démarche d'inscription, la fameuse notification va lui être envoyée sur son application. À ce moment-là, on rentre le code à 4 chiffres qui permet de s'authentifier. Et une fois que c'est fait, là, vous pouvez finaliser votre procédure d'inscription. Voilà. Et c'est vraiment cette étape de création de l'identité numérique qui est la plus prenante finalement dans cette démarche d'inscription à une formation. Très bien, tu vois, ce sujet interpelle parce que j'ai quelques sujets sur les certifications, j'en ai d'autres sur ces derniers points. Ce que je vous propose, c'est de continuer de les partager. Il reste un peu plus de 5 minutes, donc c'est top. On a déjà traité pas mal de questions, on a partagé beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait passer des heures, même Morgane, quand je vois le temps que tu as passé sur le sujet de l'impact
au niveau des formations, des différentes réformes que l'on vit, mais aussi sur les certifications. Je pense que c'est un sujet, on pourrait prendre nos 2 semaines de congé à venir pour parler de ça, Morgane. Oui, je pense qu'effectivement, puis d'autant plus que les réformes sont aussi ongoing, hein, il y en a de plus en plus, et une Ouais. veille réglementaire est nécessaire aussi pour se mettre à jour sur les différentes réformes. Mais, euh, mais je Et on voit pense même, pouvoir répondre à toutes vos questions relatives à la certification, puisque je suis aussi en charge du département, du pôle dédié dont parlaient Damien et Nicolas, dédié à la certification, dédié à l'accompagnement des collaborateurs aussi pour un passage de la certification, de leur certification dans les meilleures conditions. très bien. Allez, je commence les questions. C'est presque un peu comme question pour un champion, sauf qu'il n'y a pas les points. Bonjour, si j'ai bien compris, l'identité numérique sera le seul moyen de se connecter à son compte CPF. Eh bien, c'est un oui. Oui, c'est un oui. C'est un grand oui. Ouais, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, auparavant, on avait cette possibilité de passer par plusieurs autres sites comme les impôts.gouv ou la sécurité sociale. En tout cas, c'est ce que je sollicitais le plus. Amélie, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, le seul moyen est l'identité numérique pour les démarches. Très bien. J'ai une autre question qui est en lien avec celle-ci. Si on a déjà un compte Digipost, est-il nécessaire de créer cette identité numérique ? Alors je dirais oui parce que alors je suis pas un expert de la Poste, hein, mais si mes souvenirs sont bons, le compte Digipost c'est en fait le compte La Poste et l'identité numérique n'est pas tout à fait la même chose. En fait, l'identité numérique se fait à partir du compte La Poste. Très bien, merci Nicolas. Là, je pense que ça va plus être pour Morgane. Alors, j'avais l'habitude pour mes salariés de passer, alors je vais pas donner le nom, mais par un certificateur en langue qui faisait beaucoup de langues. Je tairai le nom pour, on va pas faire de pub comme à la télé. Il faudra en donner 3. Donc voilà. Qui n'existe plus aujourd'hui. En tout cas, les liens ne sont plus actifs, sont inactifs même sur mon compte formation. Quand est-ce que cela va redevenir viable ou éligible? Alors, je pense qu'on connaît le certificateur qui proposait beaucoup de langues, du français, du coréen, de l'arabe, du chinois, etc. Ce certificateur-là a décidé d'arrêter, en tout cas, il a décidé d'arrêter son activité via le CPF. Il va spécialiser finalement dans les tests initiaux, par exemple, un recrutement en entreprise pour valider un niveau. Seuls les certificateurs en langue qui sont enregistrés sur le site de France Compétences et qui ne couvrent plus toutes les langues, je pense notamment au néerlandais qui n'est plus couvert, le coréen n'est plus couvert et un certain nombre de langues qui n'est plus couvert et qui, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas dans un avenir proche, ne le sera pas non plus pour l'année 2023. Donc il reste couvert en tout cas un certain nombre de langues, mais un certain nombre également ne sont plus prises en charge et ne le seront plus, en tout cas par ce certificateur, je pense que nous parlons du même, qui a décidé de ne plus retenter sa chance via le CPF. Très bien. Autre question, est-ce que les organismes ont l'obligation d'adhérer à une charte ou y a-t-il un cadre obligatoire pour les organismes de formation qui veulent faire du CPF ? Alors, la charte déontologique du CPF dont je vous parlais, elle est demandée et on doit adhérer à cette charte, elle est demandée par la grande majorité des organismes certificateurs. D'accord. MyConnecting, nous sommes adhérents, nous. Bien sûr, nous sommes adhérents à cette charte qui doit y avoir 9 articles, 9 ou 10 articles, je ne l'ai plus par cœur, mais voilà, s'assurer de la sécurité des données personnelles en sont un des articles, être transparent sur la prise en charge des frais, être garant des informations qui sont communiquées sur le site internet, etc. Et donc, il faut adhérer à cette charte déontologique pour en tout cas être habilité par un certain nombre de certificateurs. La grande majorité des certificateurs le demandent. Je pense que c'est même un prérequis, en tout cas, de tous les certificateurs avec lesquels on travaille. Et puis autrement, c'est Calliope.
Alors, Calliope est de toute façon un prérequis nécessaire pour pouvoir bénéficier des fonds publics, hein. Sans Calliope, il n'y a pas de CPF. D'accord, très bien. Parfait. Eh bien, Nicolas, Morgane, il est 15 heures. Avant de vous remercier, je vais le faire chaudement. Je tiens à vous inviter à nous solliciter si vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre accompagnement ou si vous souhaitez recevoir le tuto qu'on met à disposition des salariés pour faciliter la communication, l'accès à l'identité numérique, mais aussi à mon compte formation. Là, on vous a mis vraiment un extrait, mais le tuto et Laurine et Nicolas, on ont été les acteurs à un nombre de slides quelque peu plus important que les 4 qu'on vous a partagés aujourd'hui. En tout cas, Nicolas, Morgane, un grand merci à tous les deux. Morgane, merci pour tes lumières et cette vue stratégique, macro du sujet du CPF. Et Nicolas, un grand merci pour ton point de vue plus micro-opérationnel terrain. Je crois que le duo a parfaitement fonctionné et j'espère, en tout cas dans l'auditoire, vous a apporté toutes les réponses aux questions, aux interrogations ou aux informations que vous souhaitez obtenir grâce à ce webinar. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi. Nicolas, Morgane, à bientôt. Excellent après-midi, excellente fête de fin d'année à vous tous et à très bientôt. Pareillement, Damien, merci à toi. À bientôt. À très bientôt. Exactement. Faites et à très vite pour un prochain webinar. Au revoir.